La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Lomé se rapproche de Belgrade. Le premier vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Serbie était à Lomé hier pour une revitalisation justement de cette coopération. À suivre dans ce journal. Les opérations de révision des listes électorales ont pris fin ce dimanche avec une prorogation de 24 heures. Les retardataires ont eu cette journée supplémentaire pour se faire enrôler pour les locales prochaines. Et puis les unités d'enseignement dans l'enseignement supérieur privé au Togo sont revisées. Ceci permettra aux écoles et instituts d'enseignement supérieur privé d'être plus compétitifs. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le premier vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères serbe, Ivica Dačić, était en visite de travail au Togo hier. Après avoir rencontré les plus hautes autorités du pays, il a eu une séance de travail avec le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet. Il était question de la revitalisation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les précisions avec Priska Takara et Augustin Kossi. Le Togo et la Serbie engagés pour le renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. À travers la signature de ce mémorandum, les deux États conviennent d'un partenariat de développement dans divers secteurs. Le premier vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Serbie, Ivica Dačić, en visite de travail à Lomé, a exploré avec Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, tous les domaines concernés. Ils ont abordé les questions relatives aux investissements dans les secteurs prioritaires. Et le président de la République avait déjà rencontré en 2012 votre président et également l'un de vos prédécesseurs a déjà effectué une visite ici à Lomé le 4 janvier de la même année en 2012. Donc vous êtes le deuxième ministre des Affaires étrangères à me rendre visite ici au Togo. Le Togo et la Serbie ont une longue histoire de coopération et nous avions compris que votre visite c'est pour renforcer la coopération entre la Serbie et le Togo dans différents domaines tels que les nouvelles technologies de l'information, l'agriculture, le sport, les questions de défense et de sécurité, la pêche. Votre visite tombe à point nommé pour nous ici au Togo car depuis quelques mois, le président de la République a dévoilé son plan national de développement qui comporte 3 axes importants pour le développement du Togo. Nous voulons attirer ici au Togo des investisseurs potentiels de la Serbie. Les bases de ce partenariat stratégique ont été jetées en 2012 lors de la rencontre des chefs d'État des deux pays et au chef de la diplomatie serbe de réitérer l'engagement de Belgrade à coopérer davantage avec Lomé. C'est une amitié de longue tradition et la Serbie souhaite actuellement, avec ce regard vers le passé, aussi actuellement continuer à construire des bonnes relations, des relations du partenariat stratégique et de la coopération stratégique avec le Togo pour rester amis. C'était un grand plaisir pour moi de rencontrer votre président. Et bien évidemment, on a connu une coopération politique très développée, mais non seulement, mais aussi la coopération économique au niveau de l'éducation, au niveau de la défense, l'agriculture, ensuite l'informatique, l'industrie. Ce qu'il faut réactiver, c'est la commission mixte pour la coopération entre les deux pays. Nous sommes prêts à signer des accords permettant à vos étudiants de venir faire leurs études chez nous, comme c'était le cas à l'époque de Tito. De soutenir l'un l'autre dans les organisations internationales.
Les relations diplomatiques entre le Togo et la Serbie datent depuis les années 60. Au fil du temps, ces liens se sont raffermis et diversifiés. Les deux pays partagent également des convergences de vues sur les questions de développement et de préservation de la paix à l'échelle internationale. Je vous le disais en titre, aujourd'hui était le 4e et dernier jour du recensement électoral en vue des locales. Dans les centres de recensement, d'enrôlement, les citoyens en âge de voter se sont mobilisés pour accomplir ce devoir le 30 juin prochain. Une de nos équipes de reportage a fait un dernier tour dans les CRV. Son reportage, son compte rendu avec Augustin Kossi. 4e jour de recensement électoral, ici dans les cantons d'Aplaou, Sagbado et Gakli, lycée technique d'Adido Gomé. Dans ce centre de recensement et de vote, CRV, opérateurs de saisie et membres du comité liste et 4 sont rompus à la tâche. Des candidats à l'enrôlement venus pour accomplir leur devoir civique. Quand je suis présidenté, les agents m'ont reçu dans de bonnes conditions. Je me suis fait recenser, ça a été très rapide. Et aujourd'hui, je me sens très fier de l'avoir parce que je me sens aujourd'hui compatriote et patriote de ce pays. D'un CRV à un autre, visiblement, personne ne veut rater l'occasion. À la file indienne, on se mobilise. Des députés du Grand Lomé du Parti Uni, accompagnés de la délégation spéciale des préfectures du Golfe d'Agonivé, ont visité quelques centres pour encourager les agents de recensement. À l'EPP-CDP, on rassure en ce qui concerne le bon déroulement des opérations. Ça se déroule normalement, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas tellement de grandes difficultés. Sauf qu'il y a la foule, tout le monde veut coûte que coûte se faire enrouler. De tous les centres visités, le constat est clair. L'engouement est énorme, surtout que nous avons constaté que dans les différents bureaux, ce sont surtout les jeunes, ceux qui ont passé l'âge de 18 ans et qui veulent vraiment être les acteurs de la politique de demain. L'appel que nous faisons, c'est à tous les Togolais et à toutes les Togolaises que nous nous regroupions tous pour travailler ensemble pour le Togo. Et ce travail se fait à travers quoi? À travers le fait d'être citoyen, le fait d'avoir sa carte électorale dans sa poche pour pouvoir voter demain. C'est donc une étape décisive et déterminante pour les élections locales au Togo prévues au 30 juin prochain. Les centres de recensement et de vote dans la région centrale aussi ont fermé leurs portes ce dimanche après la prorogation de 24 heures. Quelle était l'ambiance ce dernier jour? Le constat sur place avec notre correspondant Lamarck Bojona. Le Togo se prépare pour les élections locales dans les prochaines semaines. L'opération de révision des listes électorales de 4 jours a pris fin ce dimanche conformément à la prolongation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À Sokodé, que ce soit à l'EPP d'Idaoré, à l'EPP Pangalam Central et au CG Pangalam, les agents recenseurs ont enrôlé assez d'électeurs. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de recensement. Ayant fait déjà 3 jours officiellement. Il y a toujours affluence. Même ce matin, il y a affluence. Vu cette affluence, nous remercions beaucoup le chef de l'État qui a prolongé d'1 jour ce dimanche pour donner encore une chance de plus à tous les citoyens qui veulent bien exercer leurs droits civiques de venir le faire. Spécialement pour la journée d'aujourd'hui, le dimanche qu'ils ont augmenté, je crois que ça a fait vraiment plaisir. D'autant plus que plusieurs n'en avaient pas. Et cette journée leur a favorisé. Tout compte fait, la révision des listes électorales pour l'élection des conseillers municipaux appartient à l'histoire. Tout Togolais en âge de voter qui ne s'est pas fait enrôler ne pourra pas accomplir son devoir civique le 30 juin prochain. Et puis hier, au 3e jour de ces opérations de révision des listes électorales, nos reporters étaient dans le Hao. Le constat du déroulement de ces opérations avec Yves Agbévivi. Raho, dans la région des Plateaux. Tout comme les autres localités du pays, la révision des listes électorales suit son cours normal en ce 3e jour. Au total, 122 centres de recensement et de vote implantés à travers cette circonscription électorale. Depuis l'entame des opérations, l'affluence n'est pas des grands jours. Un tour dans la plupart des centres pour s'en rendre compte. Mais la réelle motivation se lit dans le visage de ces rares électeurs qui viennent à compte-gouttes.
je suis là pour faire la carte d'électeur, c'est ma première fois de faire. Je veux faire pour que ça me permette de voter. On avait fait, et ce que j'avais fait suite à la pluie, quand la pluie m'a mouillé, c'était divisé en deux, c'était gâté. Donc ce qui fait que je suis là pour faire duplicata, retirer la carte pour passer à l'élection suivante. Pour l'enrôlement passé en 2018, j'avais perdu ma carte. C'est pourquoi je ne suis pas venu pour se faire enrôler. Mais maintenant, j'entends qu'on veut encore faire une nouvelle carte. Je suis là pour se faire enrôler. Pour certains, ils viennent d'avoir 18 ans et pour d'autres, c'est soit pour le transfert ou de perte de l'ancienne carte. Ici, nous sommes à Agbatite. Chez nous, ici à IPP Agbatiga, beaucoup qui viennent ici et ils disent qu'ils ont perdu les cartes. D'autres viennent demander le transfert, d'autres des corrections. Donc, mais pour l'enregistrement, beaucoup s'étaient fait enregistrer. C'est les pertes que nous constatons souvent. Direction Wahala, passant par Bako. Sur notre passage, toujours le même constat, une faible participation. Tout le staff technique est là, avec du matériel, prêt à travailler, sauf les électeurs qui se font désirer. Ça c'est pour avant-hier et hier, pour les deux. Cela veut dire que c'est les retardataires qui sont venus, ceux qui doivent se faire transférer, ceux qui ont perdu leur carte et veulent donc avoir maintenant le duplicata, c'est ceux-là qui sont maintenant présents. Notien, chef-lieu de la circonscription. Ici également, tout se déroule bien. À l'école primaire publique Pédomé, pas d'électeurs à notre arrivée. Pour les membres de la CELI sur place, cela s'explique par la forte affluence observée lors du dernier recensement en 2018. On a un bon matériel, la machine est bien sophistiquée. Et actuellement, nous sommes à notre 3e journée. Et pour cette journée, on a déjà fait du 35. Certains avaient déjà fait dans notre CRV. Et qui veulent actuellement, ils sont à Pédomé, ils veulent voter. Donc, ils désirent faire le transfert. Donc, c'est ça qu'on appelle transfert, on les ramène dans leur centre de vote pour le jour-là. On a aussi fait du duplicata, c'est-à-dire certains avaient fait en 2018, mais ils ont perdu des cartes. Soit la carte est abîmée, donc ils viennent, on leur délivre leur duplicata. Et aussi des modifications, soit la photo n'avait pas été bien prise, ou bien des noms qui ont été erronés. Actuellement, tout se passe bien. Durant les 3 jours, ça s'est bien déroulé ici. Je suis le représentant du bureau du parti NETS. Donc il y a mes collègues aussi des autres partis qui sont là. Donc il n'y a pas d'incident, tout est bien déroulé dans les normes. Tout se passe dans les règles de l'art, en présence des partis politiques dûment représentés à la CENI. Les OPS veillent aussi au grain. Quand les pétitionnaires viennent, il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont jamais fait, mais ils ont déjà fait. Donc quand ils viennent comme ça, au fait, avec la révision, quand tu montes déjà, tu te retrouves dans la base, on te retrouve automatiquement. Donc quand ils disent comme ça, on les retrouve et on est obligé d'annuler et retourner pour reprendre le duplicata. Mais il y a d'autres cas, ils disent ils ont perdu la carte, on fait le duplicata. Mais le nouvel enrôlement, il n'y en a pas trop quand même. Le président de la CELI Haro, depuis les 3 jours, ne s'est pas donné du repos. Aujourd'hui, il scrute les résultats en attendant la fin des opérations. Cette révision se fait de manière assez bien, sans aucune difficulté. Mais vous avez certainement constaté qu'il y a une très faible affluence. Et elle s'explique d'abord par le fait que la majorité des électeurs s'est faite enrôler l'année dernière pour les législatives. Ensuite, ceux que vous avez vus sont là surtout pour demander des transferts ou pour demander des duplicata. Enfin, ceux qui viennent, c'est essentiellement des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans et qui souhaitent se faire enrôler pour les prochaines échéances. Mini-bilan, au moment où les derniers potentiels électeurs n'ont que quelques heures encore pour se faire enrôler. Et ces opérations ont donc pris fin ce dimanche. L'enseignement supérieur privé au Togo doit être plus inclusif et plus compétitif. C'est ce que veulent les autorités en charge de ce secteur. Et pour y parvenir, elles procèdent à la révision des curricula ou des unités d'enseignement dans les écoles et instituts. Hélène Agbelé-Sessi et Medina Salami pour des précisions. Améliorer la qualité de l'enseignement supérieur privé en mettant en place des curricula performants
C'est l'intérêt de cet atelier d'échange entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur au Togo. La discussion porte sur la réforme de curricula et le projet de décret d'application sur la réglementation des écoles privées d'enseignement supérieur. On va d'abord parler de l'harmonisation des curricula, donc des programmes. Les programmes ont subi un toilettage, ont été rénovés, ont été mis à jour. De commun accord, l'État a fait ça à part. Nous avons fait notre part, nous allons confronter les deux points de vue et trouver un texte adéquat qui réponde au mieux aux préoccupations générales du pays. Deuxième chose, il s'agit de voir la loi, les décrets d'application de la loi qui vont donc réglementer la vie des EPS. Et dans ce sens, bien sûr, nous avons des propositions concrètes. Le statut des EPS n'a pas été clairement clarifié. Nous souhaiterons quand même que les EPS soient reconnus comme des institutions d'intérêt public à caractère social, comme toute école. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, la contribution des écoles privées supérieures à la formation et à l'éducation dans le pays est inestimable. Il est donc impérieux de rendre ce secteur plus compétitif. Le choix de la réforme des curricula dans nos établissements d'enseignement supérieur privés n'est pas anodin. Il est une exigence de notre système éducatif dont la visibilité et la compétitivité se mesurent à l'aune des standards internationaux, des principes fédérateurs, d'harmonisation, des programmes de formation, d'accréditation et de certification. Il importe, en tout état de cause, de réglementer le secteur en recadrant et en harmonisant les pratiques au regard des protocoles et des référentiels régissant le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Des recommandations pertinentes sont attendues en vue de consolider l'ancrage de l'enseignement supérieur privé au Togo. Le Togo est accompagné depuis 1 an et demi déjà par le ministère fédéral allemand de la coopération dans un projet de renforcement du système sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Ce projet est mis en œuvre dans la région de la Kara. Quel est le niveau de réalisation des activités prévues par le projet? La question a été au cœur d'une rencontre. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour. Dans le souci d'améliorer les services de santé dans la région de la Kara, le ministère togolais de la Santé et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement mettent en œuvre le projet renforcement du système sanitaire, santé reproductive et droits sexuels. Le Pro-Santé, qui est piloté par la GIZ, fait l'objet de cette rencontre des acteurs impliqués. Le projet a 3 composantes, à savoir l'amélioration de la qualité de soins, la stimulation de la demande en service de la santé de la reproduction et le renforcement du système sanitaire. On intervient dans les 7 districts de la Kara, les districts sanitaires, dont notamment 30 USP où on développe un système de gestion de qualité un peu plus poussé. Mais pour des autres activités, on couvre toute la région, à savoir la formation des COGES et la formation en technologie contraceptive. Je peux dire avec mon expérience que ce projet a très bien démarré. Ça fait seulement 1 an et demi que nous sommes sur place. Les structures sont en place, la coopération avec le partenaire est étroite. On est très satisfait par l'engagement des autorités et aussi des populations. Cette rencontre est destinée à faire le suivi des activités réalisées presque à mi-parcours du projet. Les principales activités déjà réalisées sont en termes de mise en place des équipes de qualité, des cercles de qualité, la formation de tous les acteurs qui vont piloter le projet dans les différentes formations sanitaires, les 30 formations sanitaires retenues pour le projet. Ce projet est venu à point nommé pour répondre aux soucis majeurs du système de santé, parmi lesquels la mortalité maternelle, néonatale, infantile et aussi la santé des jeunes. Le projet renforcement du système sanitaire, santé reproductive et droits sexuels au Togo a prévu de doter la formation sanitaire d'équipements et de matériel technique. Un échantillon a été remis au directeur régional de la santé Kara qui va se charger de la distribution. Le matériel technique offert va servir pour les accouchements et la planification familiale. Les motos vont permettre aux acteurs formés de faire le suivi du projet sur le terrain pour accompagner les formations sanitaires.
Mis en œuvre depuis 9 ans dans les États membres de la CEDEAO, dont le Togo, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a non seulement enregistré des résultats, mais également connu des difficultés dans son exécution à Lomé. Une mission dite de veille citoyenne rencontre depuis cette semaine des différents acteurs impliqués dans le dit programme. Il s'agit pour la mission de contribuer à améliorer le dialogue, la surveillance et la cohésion des politiques de développement. Les précisions avec Sonia Aminikbo. PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, une initiative régionale financée par la Banque mondiale. Elle a pour mission de promouvoir l'économie afin d'aider à la diminution de la pénibilité du travail dans l'espace CEDEAO. L'exécution de ce programme a enregistré des résultats encourageants dans plusieurs pays dans l'espace, dont le Togo. Certes, des défis restent à relever. Ce qui se fait par la mise en place d'une veille citoyenne, un mécanisme de surveillance dans la réalisation du dit programme. À Lomé, une délégation de cette mission échange avec les différents acteurs sur les indications et les modalités de veille citoyenne sur les actions du PPAO. La vision 2020 de la CEDEAO a insisté sur aller de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et qui dit CEDEAO des peuples dit donc de nouvelles méthodes d'élaboration, de mise en œuvre et de bilan de ce qui se fait. Mais étant donné que tout ce qui se fait dans les États, c'est pour les populations, il y a aujourd'hui un consensus des autorités pour dire qu'il faut la veille citoyenne sur tout ce qui se fait. Et c'est dans ce cadre donc, nous sommes ensemble pour essayer de venir ici d'abord, puis en Guinée-Conakry, et d'organiser un atelier régional pour nous mettre ensemble, pour définir des méthodologies, de faire fonctionner au service des membres et au service de l'intégration régionale la veille citoyenne. La rencontre de Lomé se situe dans le contexte d'un processus régional des réseaux d'organisations paysannes et de la société civile afin d'harmoniser les méthodes de veille citoyenne sur les programmes de développement rural en Afrique de l'Ouest. Après le succès du projet d'éco-village pour la résilience au changement climatique, d'autres localités ont été choisies pour l'expérimenter à leur tour. Et cette semaine, les représentants de ces nouvelles localités sont allés s'inspirer de ce qui se fait du côté de Yoto. Le compte rendu avec Gérard Ladoudou. Des communautés rurales venues des différentes régions du Togo à la découverte des réalisations du projet Éco-Village ici à Donomadé dans le canton de Tometi-Kondi dans le Yoto. Un site pilote pour inspirer ses visiteurs dans le contexte de l'amélioration de la résilience face aux effets néfastes des changements climatiques, la réduction de la pauvreté et la transformation du cadre de vie en milieu rural. On a fait une phase pilote dans la région maritime, dans 2 villages, à savoir le village de Donomadé, dans la préfecture de Yoto, et le village d'Andokpomé, dans la préfecture de Lavé. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'acquis. Une centrale solaire qui alimente des plateformes multifonctionnelles et l'électrification publique. Un mini adduction d'eau avec des bonnes fontaines. Nous avons également appuyé les éleveurs en produits vétérinaires et des formations. Nous avons fait également des dons en géniteurs performants pour améliorer la rentabilité. Le gouvernement a voulu aller à l'échelle à travers l'élaboration d'un nouveau programme de 500 villages. Toute une panoplie de réalisations à parcourir. Ferme modèle de Donomadé. Ici, c'est la promotion de l'agroécologie à travers la vulgarisation d'un système d'agriculture intégré. Élevage des asticots, des abeilles et du poisson. Ce sont des pratiques qui, en somme, sont très bénéfiques. Cultiver sans des intrants chimiques, les pesticides chimiques, et les herbicides et la gestion des ordures ménagères. Étudiant en fin de cycle à l'école supérieure d'agronomie à l'université de Lomé, Yaouga Koundé n'a plus besoin d'aller loin avant de réaliser les travaux liés au stage. Ici, tout se fait. Le thème dit l'effet de l'Africain de nourrissage sur les performances zootechniques du tilapia. Ça voudra dire à quelle fréquence nourrir les poissons. 1 fois, 2 fois,
3 fois, 4 fois. Ce sont les 4 fréquences qu'on a retenues. Cela permettra à l'agriculteur qui veut s'engager dans ce domaine, c'est-à-dire, j'ai mon champ, mais je veux faire aussi des activités de pisciculture. Comment je dois m'organiser? On est presque à la fin et les résultats, pour donner une ébauche de ce qui se passe ici, je dirais que plus Africains de nourrissage augmente, nous avons de bons résultats. Nous sommes arrêtés à 4 fréquences de nourrissage. Ça voudra dire que nos poissons qui ont les meilleures croissances ici sont obtenus avec 4 aliments. Ça voudra dire que si on va continuer encore à nourrir plus de fractionnement, c'est-à-dire 5 fois, 6 fois, il y a le résultat. Alors là, il faut faire les calculs économiques, voir si ça rime avec les activités agricoles. À travers la parfaite adhésion de la population de Doromadé au projet Éco-Village, les visiteurs sont tous repartis séduits. Chacun a pu tirer sa part de l'initiative. Aujourd'hui, avec Éco-Village, nous avons l'eau en abondance à Doromadé. Et aussi, avant, nous parcourons 12 km avant d'aller moudre du maïs. Mais aujourd'hui, nous avons le moulin qui est à Doromadé et facilement nous trouvons de la farine pour préparer de la pâte. Et cela génère également des revenus que nous mettons sur le compte pour le village de Doromadé et d'autres activités aussi génératrices de revenus dans le cadre de ce projet génèrent des revenus que le village met sur son compte. Nous développons également des activités agricoles avec des bonnes pratiques agroécologiques et cela a permis la restauration écologique de nos terres agricoles. Le projet commence à transformer la vie dans le village ici à Doromadé. Nous voulons servir d'exemple à d'autres villages, à d'autres communautés. L'élevage des poissons m'a beaucoup plu. Plus l'électricité. Et ce que nous promettons, si nous rentrons et que le projet a commencé, nous allons prendre le projet à 2 mains. La présente phase pilote du projet a été financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les 500 nouveaux éco-villages ciblés sont évalués à 7 milliards de francs CFA. Les responsables du projet ont invité d'autres institutions à se joindre à l'ouvrage pour faire du projet éco-village une réelle contribution dans la réussite du plan national de développement PND. Le service Allo 1011 du ministère de l'Action sociale a 2 nouveaux services désormais. Vous pouvez envoyer gratuitement des SMS pour non seulement dénoncer des cas de violence sur les enfants, mais également recevoir des informations sur la santé sexuelle des jeunes. Des précisions avec Dodo Wari. C'est le 16 mars 2018 que la ministre de l'Action sociale a inauguré au 10-11 les 2 services intégrés pour d'une part dénoncer par SMS les violences faites sur les enfants et d'autre part demander des informations sur la santé sexuelle des jeunes. Un an après, la Direction générale de la protection de l'enfance et son partenaire Plan International Togo ont jugé nécessaire de réunir les acteurs des cadres de concertation des plateaux ouest pour les informer du fonctionnement des 2 services et les données statistiques cartographiées pour les inciter à relayer l'information. Les 2 services intégrés à la ligne Allo 1011 sont le service de dénonciation par SMS USHID et les appels pour avoir l'information sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Ces 2 services couvrent l'ensemble du territoire national et les appels peuvent venir de partout. Donc il faut préparer les acteurs des cadres de concertation à pouvoir donner l'information autour de ces 2 services et contribuer à la protection des enfants. À la fin, les témoignages qui s'en sont suivis, nous voyons que ce service était méconnu. Et aujourd'hui, non seulement il est connu des acteurs de protection, c'est qu'il vient répondre à un problème auquel ces acteurs sont confrontés. Nous espérons qu'ils vont prendre le problème à cœur et ensemble nous allons œuvrer pour la protection des enfants du Togo. Le directeur général de la protection de l'enfance s'est réjoui de l'intérêt porté par tous les acteurs présents au vu des débats fructueux et enrichissants. Dorénavant, je connais le numéro vert 1011 qui sera dénoncé. Les violences
et les abus faits contre l'enfance et à nous informer sur l'éducation sexuelle. Nous sommes outillés à défendre valablement les droits. Cette action de vulgarisation a déjà eu lieu avec des cadres de concertation de la CARA. L'action se poursuivra dans les autres régions du pays. Les églises évangéliques membres de l'unité du Conseil chrétien de la région de la CARA s'intéressent au plan national de développement PND. Elles ont tenu une conférence il y a quelques jours pour que les participants s'imprègnent des actions inscrites dans ce plan pour mieux les relayer auprès des autres fidèles. Nestor Mozo pour le compte rendu. Le plan national de développement expliqué aux fidèles des églises membres du Conseil chrétien de la région de la CARA. Pour la réussite du PND, il est attendu la contribution de chaque Togolaise et Togolais. C'est cette contribution que la section de la région de la CARA du Conseil chrétien entend apporter. Raison pour laquelle elle a organisé cette conférence afin que ses fidèles soient bien informés sur ce plan et qu'ils puissent partager la quintessence avec les autres. La conférence a pour thème la part de l'Église pour la réussite du PND. Toute Église doit participer au développement de son milieu et notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a instruit. C'est pourquoi pour nous, c'est impératif que nous nous saisissons de ce programme pour pouvoir soutenir le gouvernement dans son projet. Nous, au niveau de l'Église, nous cherchons à avoir la part qui nous revient pour que nous puissions amener le PND à la réussite. Nous avons prévu des séries de prières d'intercession parce que nous pensons que si l'Éternel ne bâtit pas une maison, tous ceux qui bâtissent bâtiront en vain. Vous savez le rôle que l'Église joue dans notre pays, dans le cadre du contrôle citoyen, dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la moralisation de la vie politique comme toutes les actions de développement de notre pays. Et donc il est important que les responsables de l'Église maîtrisent le PND dans toutes ses dimensions pour qu'à leur tour, ils puissent faire la sensibilisation auprès de nouvelles populations pour que chacun à son niveau mette en œuvre le plan national de développement. La mise en place d'un hub logistique d'excellence et d'un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive, la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes de l'inclusion. Le PND se résume à ces trois axes. Les participants sont repartis après avoir suivi des explications sur ces trois axes. Le ministre en charge des sports a donné le ton au tournoi du Ramadan pour la cohésion sociale. Il s'agit d'une compétition qui vise à rassembler les fils et filles de Tchaoudja autour du ballon rond pour faire passer les messages du vivre ensemble, de la construction et du développement de la dite préfecture. Le compte rendu avec la marque Pojona. La préfecture de Tchaoudja s'apprête à un événement sportif, le tournoi du Ramadan. C'est le ministre en charge des sports natifs du milieu qui a personnellement présidé au lancement de cette importante activité sportive qui réunira 12 équipes masculines et 2 équipes féminines. Ce tournoi est dénommé Tournoi du Ramadan pour la cohésion sociale. Quand nous parlons de la cohésion sociale, il y a une unification des fils du milieu de tout le monde parce que quand on parle de la cohésion, il n'y a pas de couleur. C'est tout le monde qui est dedans et cette cohésion est en train de naître parce que Tchaoudja avait cette cohésion, entre-temps elle a disparu, mais avec le temps elle est en train de revenir et le ministère a mis l'accent là-dessus sérieusement pour que cette cohésion soit vraiment effective comme on la connaissait à Tchaoudja et nous pensons qu'à partir de ce tournoi elle sera effective parce que le tournoi serait en plusieurs niveaux. C'est la première étape, il y aura la deuxième, il y aura la troisième et après il y aura une grande finale. La grande finale réunira les finalistes des étapes qui feront la grande finale à l'orée du Ramadan. Ce lancement des activités du tournoi du Ramadan est une occasion pour le ministre Foulibazi Katari des Sports d'attirer l'attention des représentants des équipes sélectionnées sur la valeur du football en milieu Kotokoli. Le ministre a précisé que le tournoi vise à réveiller les compétences pour que les fils de Tchaoudja vivent de leur talent footballistique. La cérémonie a pris fin par un débat
qui a permis aux uns et aux autres d'attirer l'attention des cadres sur les comportements des supporters et sur les besoins des équipes. Cette année encore, pour la journée de la presse, les journalistes, caméramans, techniciens, réalisateurs vont jouer les mannequins le temps d'une soirée. Et ce sera pour la 8e édition du Thé des médias qui se tiendra le 8 juin prochain. Et l'annonce a été faite par les promoteurs lors d'une conférence de presse cette semaine. Le compte rendu avec Rafietou Mberekou et Mireille Ali. C'est chose faite. La 8e édition du Thé des médias est lancée. Samedi 8 juin 2019, date retenue pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse au Togo. Des innovations conséquentes sont au programme pour offrir gratuitement une soirée inoubliable aux hommes et femmes des médias du Togo. Le comité d'organisation a initié un programme assez alléchant qui va réunir les journalistes et le public autour d'une programmation assez avancée. On a pris en considération toutes les remarques qui nous ont été faites sur les différentes éditions et la réflexion nous a amené à proposer une compilation des plus belles surprises que nous avions eues sur les 7 dernières éditions du Thé des médias. 20 représentants des médias seront sur le podium à l'Edaoba le 8 juin pour défiler en tenue traditionnelle et professionnelle à l'image des agents de santé ou encore de la police. Un pas de plus pour renforcer davantage le processus de cohésion entre les médias et les corps habillés dans l'exercice de leurs activités respectives. Donc l'idée, c'est de présenter les tenues vestimentaires professionnelles de nos partenaires, les présenter sous l'angle de la participation à la promotion de nos partenaires, et les médias composent le canal le plus important pour justement faire passer ce message. De divers jeux sont prévus durant cette soirée pour le plaisir du public togolais et le bonheur des journalistes et animateurs des chaînes de radio, télévision et bien d'autres organes de presse. Rendez-vous donc le 8 juin prochain à l'hôtel Edaoba. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.